Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va traiter aujourd'hui des préexcitations ventriculaires et des voies accessoires. Et dans cette vidéo, je ne parlerai uniquement des voies accessoires atrioventriculaires typiques, qu'on appelle également faisceau de Kent. Cette vidéo, elle sera un préalable à une autre vidéo qui viendra un peu plus tard, qui traitera des tachycardies qui utilisent ces voies accessoires. On va commencer par un petit rappel physiopathologique. Vous commencez à connaître par cœur ces schémas des voies de conduction électrique intracardiaques. Je vous rappelle que normalement la jonction entre les oreillettes et les ventricules, elle est complètement imperméable à l'influx électrique et que le seul passage possible se fait via le nœud auriculo-ventriculaire, ici, puis le système ispurquinier. Les caractéristiques du nœud, ici, à savoir une conduction lente et décrémentielle, permettent la protection du ventricule d'un flux électrique trop rapide qui proviendrait de l'oreillette. Les voies accessoires, elles sont donc une rupture de l'imperméabilité et de l'influx électrique entre les oreillettes et le ventricule, et elles ouvrent donc un nouvel accès à l'influx électrique pour passer des oreillettes vers les ventricules, ici ou ici. Dans cet exemple, je schématise une voie accessoire qui serait plutôt latérale gauche, ici et ici, mais en pratique, les voies accessoires elles peuvent être situées partout au niveau soit de l'anneau mitral, soit de l'anneau tricuspide. La première conséquence de cette voie accessoire peut être déjà visible sur le sujet de surface en rythme sinusal. En effet, l'influx électrique il peut passer directement du nœud sinusal à travers la voie accessoire et activer les ventricules. Mais comme la voie accessoire, elle est située sur un des deux anneaux, et donc sur un des deux côtés cardiaques, il va y avoir un ventricule qui va être activé avant l'autre. Dans cet exemple, on a une voie accessoire à gauche, l'influx électrique il va passer par cette voie accessoire, et on va avoir une activation du ventricule gauche avant le ventricule droit. Et ça, on retrouve des activations comme ça, par exemple dans le cas des blocs de branche droit, où cette branche-là ne conduit pas bien, et donc on va avoir ce ventricule-là qui va être activé avant celui-ci. Et sur le CG de surface, ça donne des QRS larges, globalement un peu comme un bloc de branche, droit dans ce cas-là. Mais en même temps, l'influx électrique il peut également passer par le nœud sinusal et passer par les deux branches en même temps et donner des QRS fins. En pratique, ce qui se passe, c'est que l'influx électrique il passe aussi bien par la voie accessoire que par le nœud sinusal. Et donc on va avoir cette partie du ventricule proche de la voie accessoire qui va être déjà activée par la voie accessoire. Donc ça commence comme ça, comme le début ici, et le reste du ventricule qui va être activé lui par le réseau ispurquinier par les deux branches, avec une suite du QRS qui est fine. Donc en pratique, le QRS qui en résulte, le QRS global, c'est une fusion entre l'activation d'une part par la voie accessoire et d'autre part par le nœud. Et ce début d'activité ici, là, cet aspect-là, on l'appelle soit onde delta, vous voyez, hein, ça a la forme d'un triangle à peu près, ou alors préexcitation ventriculaire, et on comprend très bien cette appellation, parce que préexcitation ventriculaire, ça désigne la partie du ventricule qui est excitée en premier avant le reste. Et la présence d'une préexcitation ventriculaire sur un ECG, ben, elle prouve la présence d'une voie accessoire qui conduit dans le sens antérograde, donc des oreillettes vers les ventricules. Et comme on vient de le voir, le degré de préexcitation, il dépend de la quantité de ventricules qui est dépolarisée par la voie accessoire et de la quantité de ventricules qui est dépolarisée par le nœud. Il y a ce schéma-là qui est assez connu. Plus l'influx passe par le faisceau accessoire, comme ici, plus le QRS sera large. Chez certains patients, une toute petite partie de l'influx passe par le faisceau de Kent, de telle sorte que la préexcitation n'est pas visible sur le sujet de surface, on ne la voit pas, et à ce moment-là, on parle d'un faisceau de Kent masqué. Les facteurs qui font que l'influx électrique il va plus ou moins passer par le faisceau accessoire, c'est d'une part sa localisation. Plus il est loin du nœud sinusal, moins l'influx aura tendance à passer par le faisceau accessoire plutôt que par le nœud. Donc par exemple, dans les faisceaux latéraux gauche, il faudra beaucoup de temps pour que l'influx arrive à la voie accessoire, et donc quasiment tout le ventricule va être dépolarisé par le nœud auriculo-ventriculaire. Les autres éléments qui vont faire varier le degré de préexcitation, c'est les vitesses de conduction à travers le nœud et la voie accessoire. Plus l'influx électrique va vite dans la voie accessoire et lentement dans le nœud, plus le QRS sera préexcité, plus il sera large, et vice-versa. Un exemple ici, on a un ECG avec un rythme sinusal, vous voyez les ondes P ici, et une préexcitation
qui est assez minime. Vous pouvez notamment la voir ici, une toute petite onde delta ici ou une toute petite onde delta ici, qui est secondaire à une fusion entre le passage par le nœud auriculo-ventriculaire en très grande partie et par une voie accessoire de manière minime. Si on arrivait à bloquer le nœud auriculo-ventriculaire, on aurait à ce moment-là l'effet d'un passage qui se ferait exclusivement par la voie accessoire. Donc ici, on va injecter un bloqueur du nœud, tel la striadine, et à ce moment-là, en bloquant le nœud, on va obtenir un QRS qui dépend exclusivement d'un passage par la voie accessoire, et donc des QRS qui sont larges, comme vous pouvez le voir ici. Donc ces QRS, ils dépendent exclusivement du passage par la voie accessoire. Si ce patient-là n'avait pas de voie accessoire, au moment de l'injection de striadine, on aurait eu des ondes P bloquées avec des ondes P sans passage vers le ventricule. Cet exemple me permet d'enchaîner sur la deuxième conséquence de la présence de cette voie accessoire, qui est en rapport avec les différences de caractéristiques électrophysiologiques par rapport au nœud auriculo-ventriculaire. J'en ai souvent parlé sur les vidéos précédentes, mais la caractéristique principale du nœud, c'est sa conduction décrémentielle. Et comme il conduit de plus en plus lentement au fur et à mesure que l'oreillette s'accélère, en fait, il s'agit d'une protection physiologique qui permet d'éviter au ventricule une stimulation qui serait trop rapide. Bon. Les faisceaux de Kent, juste pour remarque, dans cette vidéo, je vais utiliser faisceau de Kent comme un synonyme exact à faisceau accessoire typique. Donc, les faisceaux de Kent, eux, ils ne sont pas décrémentiels et ils conduisent l'influx électrique toujours à la même vitesse, quel que soit le rythme. Et ça, c'est une notion essentielle, indispensable à comprendre. La seule limite des faisceaux de Kent, comme tout faisceau électrique, c'est leur période réfractaire, à partir de laquelle ils ne conduisent plus du tout. C'est pour ça qu'on dit que ces faisceaux, ils obéissent à la loi du tout ou rien. Soit ils conduisent, et à ce moment-là, c'est toujours à la même vitesse, donc quelle que soit la vitesse de l'influx, tant qu'on est au-dessus de la période réfractaire, ils vont conduire à la même vitesse de conduction, soit ils ne conduisent pas du tout, dès qu'on atteint cette période réfractaire, ils ne conduisent plus. Mais il n'y a pas de ralentissement de la vitesse de conduction à l'accélération. Soit ils conduisent à la même vitesse, soit ils ne conduisent pas dès qu'on atteint la période réfractaire. Et donc, ces patients qui ont ces voies accessoires, ils perdent la protection qui est conférée par le nœud auriculo-ventriculaire quand il y a une accélération de la fréquence atriale, et notamment en FA. La seule limite chez ces patients, c'est la période réfractaire de la voie accessoire. Et si cette période réfractaire elle est courte, une fibrillation atriale elle peut être transmise rapidement au ventricule, comme vous le voyez ici, et créer des arythmies qui sont sévères. Chez ce patient, il a une période réfractaire de son faisceau de Kent qui est courte, et la FA, elle est conduite extrêmement rapidement au ventricule, et ça donne un aspect comme celui-ci, une tachycardie comme celle-ci, une tachycardie préexcitée, et ces tachycardies, on les appelle des supervolf. Et les faisceaux de Kent dont la période réfractaire est courte et qui sont responsables de ces faisceaux de Kent, on dit qu'ils sont malins. Et donc, vous comprenez bien que la détermination de la période réfractaire d'un faisceau de Kent pendant l'exploration électrophysiologique, elle est donc essentielle pour savoir s'il est malin ou s'il ne l'est pas. Enfin, qui dit deux voies de conduction distinctes avec des périodes réfractaires différentes, dit possibilité à l'influx électrique de descendre par l'un et de remonter par l'autre. La première forme, qui est largement la plus fréquente, survient quand l'influx électrique descend par les voies nodoïciennes et remonte par la voie accessoire, et on appelle ce type de tachycardie une tachycardie par réentrée orthodromique, ou AVRT en anglais pour Atrioventricular Reentrant Tachycardia. C'est de ce type de tachycardie dont on parlera essentiellement. La deuxième forme, c'est la boucle contraire, c'est une descente par la voie accessoire, une remontée par le nœud auriculo-ventriculaire, et dans cette forme-là, comme le ventricule est activé par la voie accessoire, ça donne une tachycardie avec des QRS larges. Bon. Juste une remarque, toutes les voies accessoires ne conduisent pas dans le sens antérograde. Il y en a qui ne conduisent que dans le sens rétrograde. Chez ces patients qui ont ce type de voie accessoire, évidemment, il n'y a pas de préexcitation, et en rythme sinusal, on ne peut pas deviner la présence de ces voies accessoires. Et ces faisceaux de Kent, ces voies accessoires qui ne conduisent que dans le sens rétrograde, on les appelle des faisceaux de Kent cachés. Après ce long préambule de rappel physiopathologique, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse, à savoir l'exploration électrophysiologique. On va commencer par l'exemple de ce patient qui a une voie accessoire qui est septale à gauche, qui est ici, et qui a
des QRS qui sont très larges, qui sont très préexcités, comme vous pouvez le voir ici. Dans toute exploration électrophysiologique, la première chose à faire, c'est de prendre les mesures standards de conduction, à savoir la mesure du AH, donc la conduction dans le nœud auriculo-ventriculaire, du A au H, puis le HV, donc la mesure du faisceau de His jusqu'aux ventricules qui sont activés par le système His-Purkinje. Chez ce patient qui a des QRS qui sont très larges, très préexcités, on sait que la majorité des ventricules va être activée par la voie accessoire plutôt que par le nœud auriculo-ventriculaire, comme je vous en ai parlé dans les rappels. Donc chez ce patient, on va avoir le ventricule qui va déjà commencer à être activé par la voie accessoire, alors que la conduction électrique n'a toujours pas atteint le faisceau de His. Et donc, on va se retrouver avec cet aspect-là sur la baie, le ventricule qui commence et le His n'a toujours pas été activé, ce qui donne un espace HV qui est négatif, le V avant le H. L'espace AH, lui, il est inchangé parce qu'il ne dépend que de la conduction dans le nœud auriculo-ventriculaire. Bon. Ici, on est dans un cas un peu extrême de préexcitation majeure, mais en pratique, chez les patients qui ont une préexcitation, donc ce qui se passe, c'est que l'influx passe par le nœud auriculo-ventriculaire, commence à arriver au niveau du His, et avant que l'influx passe par les ventricules via le système His-Purkinje, il y a déjà une autre partie du ventricule qui est préexcitée, qui est excitée avant le reste, par la voie accessoire. Et donc, ça donne un espace HV qui est court. Donc, le résumé de tout ça, c'est qu'un patient qui a une préexcitation sur le CG, en fonction du degré de passage par la voie accessoire, le HV il sera court, voire négatif, chez les patients qui ont une préexcitation qui est majeure. On va prendre maintenant dans cet exemple une voie accessoire qui serait latérale gauche, qui en pratique représente le site le plus fréquent des voies accessoires. Chez ce patient, on voit que sur le CG de surface, il y a une préexcitation qui est vraiment minime, qu'on entrevoit à peine. Ça s'explique par le fait que, comme je vous l'ai expliqué sur le rappel, la voie accessoire elle est loin du nœud sinusal, et donc la majorité de l'influx qui active les ventricules, il vient du nœud auriculo-ventriculaire et du système His-Purkinje. Et ça vous explique aussi pourquoi le HV, il est normal. Alors, il est dans les limites, la limite inférieure de la normale. Je vous rappelle qu'il est normal au-dessus de 35 millisecondes, mais il est quand même normal. Bon, malgré tout, on peut tirer pas mal d'informations concernant cette voie accessoire de cette baie d'électrophysiologie. Je vous rappelle qu'un ventricule qui est activé par le système His-Purkinje, il s'active normalement du centre du cœur vers les parois latérales, à savoir His, puis sinus proximal, puis sinus moyen, puis sinus distal. Or, si on regarde sur la baie d'électrophysiologie, on voit que ça ne correspond pas forcément. On a une activité ventriculaire qui n'est pas comme devrait l'être une activation par le système His-Purkinje, avec notamment un sinus distal qui est plus précoce que le sinus moyen. En fait, on a l'impression que l'activité ventriculaire, elle vient un peu de deux sens, un peu comme ça, puis un peu comme ça. Ce qui correspond en fait à la partie de l'activation ventriculaire qui est originaire du faisceau accessoire qui est latéral gauche et pas du système His-Purkinje. Donc chez ce patient, même si on ne voit pas de préexcitation très bien sur le CG de surface, en fait, ici par exemple sur le sinus distal, on voit une activité ventriculaire qui est précoce, et ça c'est un équivalent de préexcitation, c'est une préexcitation qu'on dit locale. Bon, maintenant, si on veut mieux voir l'excitation ventriculaire qui serait secondaire à ce faisceau accessoire latéral gauche, on a plusieurs options. La première option, c'est celle qui est la moins électrophysiologique de tous, c'est on peut faire comme tout à l'heure, injecter de la striadine, bloquer le nœud et regarder ce qui se passe. Nous, on ne va pas faire ça, on va utiliser des méthodes beaucoup plus élégantes. On sait que le nœud auriculo-ventriculaire, il a des propriétés de conduction qui sont décrémentielles, que le faisceau de Kent n'a pas. Donc en mettant une extrasystole précoce, la conduction elle va se ralentir dans le nœud auriculo-ventriculaire, par contre, elle va se faire toujours à la même vitesse dans le faisceau accessoire. Et donc, l'influx électrique il va moins bien passer par le nœud, mais passer exactement de la même manière par le faisceau accessoire, et donc on va avoir une plus grande partie du ventricule qui va être activée par le faisceau accessoire. C'est ce que vous voyez ici, avec un S2 à 200 millisecondes, une extrasystole précoce, vous voyez des QRS qui sont larges, qui sont franchement plus préexcités. On peut voir la même chose sur notre baie d'électrophysiologie, on met une extrasystole à 350 millisecondes, et on voit un QRS qui est quand même plus large
que le QRS de base qui est plus préexcité avec un HV qui cette fois-ci est franchement court. Évidemment, si le S2 ici à 340 millisecondes atteint la période réfractaire du nœud auriculo-ventriculaire, l'ensemble de l'influx électrique va passer par le faisceau de Kent, ce qui donne d'une part une préexcitation qui est majeure, parce que l'ensemble de l'activité ventriculaire dépend du faisceau de Kent, et ça se voit aussi sur la B, avec une activation ventriculaire qui se fait du sinus distal, qui est le plus précoce ici, jusqu'au sinus moyen, jusqu'au sinus proximal. Et dans cet exemple, on a même une remontée de l'influx électrique par le système nodoïcien avec un IS qui est activé de manière rétrograde cette fois-ci. Évidemment, pour avoir cet effet, il faut que la période réfractaire de la voie accessoire soit plus courte que celle du nœud auriculo-ventriculaire pour que la voie accessoire ne bloque pas avant le nœud auriculo-ventriculaire. Une dernière méthode pour augmenter cette préexcitation, quelles que soient les périodes réfractaires, c'est de faire en sorte que l'influx soit juste à côté de la voie accessoire. Dans cet exemple, en rythme sinusal, comme vous voyez ici, on identifie à peine une préexcitation, on va dire on n'en voit pas. Mais une stimulation sur le cathéter du sinus distal, vous voyez on stimule ici sur le cathéter du sinus distal, elle révèle une préexcitation qui est majeure, et comme vous voyez ici, à la limite le S2 sert à rien, on ne voit rien en rythme sinusal, on stimule sur le sinus distal et on voit une grande préexcitation. Ensuite, l'étape la plus importante, c'est de déterminer la PRE de la voie accessoire, ce qui va déterminer sa malignité et sa capacité à conduire rapidement une FA notamment, et donc le risque de supervolf. On a vu qu'à 340 millisecondes, le nœud bloque déjà et que tout le passage se fait par la voie accessoire. Donc on descend 10 millisecondes par 10 millisecondes, et vous remarquerez que le délai entre la stimulation atriale et le ventricule ne s'allonge pas du tout, parce que la conduction n'est pas décrémentielle, elle ne se fait que par la voie accessoire. Et le chiffre clé pour la période réfractaire d'une voie accessoire, c'est 250 millisecondes. On considère qu'un faisceau accessoire dont la période réfractaire est inférieure à 250 millisecondes est malin et qu'il est à risque de supervolf. Ici, à 250 millisecondes de S2 comme vous voyez ici, le faisceau accessoire conduit toujours, avec un délai d'ailleurs toujours identique, il est donc malin et il faut l'ablater. L'autre critère qu'on utilise également, c'est l'isuprel, c'est la période réfractaire sous isuprel. Si elle est inférieure à 200 millisecondes, on considère également que la voie accessoire est maligne. Enfin, le meilleur moyen pour connaître la malignité d'une voie accessoire, c'est probablement de voir comment elle réagit justement quand il y a une FA. Et donc, il peut nous arriver au laboratoire d'électrophysiologie d'induire une fibrillation atriale et de mesurer l'espace minimal entre deux QRS préexcités. Et si cet espace est inférieur à 250 millisecondes, c'est que la voie accessoire elle est encore une fois maligne. Finalement, la voie accessoire va bloquer à 230 millisecondes, qui est donc sa PRE, et comme le nœud avait déjà bloqué, on va avoir un influx électrique atrial qui est ici, qui ne va pas conduire au ventricule. J'attire votre attention sur le fait que si la période réfractaire du nœud auriculo-ventriculaire était plus courte que celle du faisceau de Kent, au moment où le Kent atteint sa période réfractaire, tout l'influx passera à nouveau par le nœud auriculo-ventriculaire. À ce moment-là, donc, vous n'aurez pas, lors de la PRE du Kent, une activité atriale bloquée, mais vous aurez une activité atriale qui ne passe que par le nœud auriculo-ventriculaire, et vous pourrez reconnaître ça grâce au fait que les QRS, d'une part, ils seront complètement fins, sans préexcitation, et d'autre part, par un délai entre la stimulation et le ventricule qui va s'allonger d'un coup à cause du décrément dans le nœud. On a fait le tour de la conduction antérograde, on va passer maintenant à la conduction rétrograde. Et cette conduction, elle nous intéresse au plus haut point pour différentes raisons. D'une part, quand on explore une tachycardie, un des diagnostics possibles, c'est celui de tachycardie par réentrée orthodromique. Ce que je vous avais montré tout à l'heure, une descente par le nœud et une remontée par le faisceau accessoire. Et donc, cette tachycardie, elle nécessite obligatoirement une remontée par une voie accessoire. En plus, il y a un certain nombre de voies accessoires cachées et qui n'ont donc qu'une conduction rétrograde, et dont on ne peut connaître l'existence en pratique que via cette conduction rétrograde. Et donc, moi, personnellement, quand je fais une exploration de tachycardie, j'aime bien commencer par l'étude de la conduction rétrograde pour savoir s'il y a ou non une voie accessoire. Ici, on retrouve le même patient avec sa voie accessoire qui est latérale gauche, et on va s'intéresser au timing de l'activation atriale et non au ventricule qu'on est en train de stimuler. Et quand on stimule dans le ventricule droit, en fait, on va avoir les mêmes conclusions qu'en rythme sinusal. S'il n'y avait qu'une remontée par le nœud auriculo-ventriculaire, on devrait avoir une remontée qui est concentrique,
is, puis sinus proximal, puis sinus moyen, puis sinus distal. Or ici, on a une fusion entre deux remontées avec notamment une activité atriale sur le sinus distal qui est plus précoce que sur le sinus moyen. Et avec les cathéters qu'on a à disposition, on ne peut pas stimuler sur le ventricule gauche à proximité de la voie accessoire. Et donc si on veut mieux apprécier la conduction rétrograde par la voie accessoire plutôt que par le nœud, on va utiliser la méthode des S2 précoces pour utiliser à notre profit le caractère décrémentiel du nœud et ralentir la conduction dans le nœud. Ici, pour un S2 à 330 millisecondes, on voit que l'activité atriale la plus précoce, elle est ici, elle est au niveau du pôle distal du sinus coronaire, ici. Et donc, la remontée de l'influx électrique, elle s'effectue très vraisemblablement par là. Cette conduction rétrograde, comme ça, sinus distal, puis moyen, puis proximal, elle est dite excentrique des parois latérales au centre du cœur. Et en fait, c'est dans ces cas-là que débuter par la conduction rétrograde prend tout son sens. En effet, quand vous avez une conduction rétrograde qui est excentrique comme ça, avec une première activité sur le pôle distal du sinus coronaire, c'est que vous avez une voie accessoire latérale gauche. Ça ne peut pas être autre chose, vous avez une grande partie du diagnostic. Dans le cas des Kent du côté gauche du cœur, le cathéter du sinus coronaire il a un rôle primordial. En effet, ce cathé chemine le long de la valve mitrale et il est donc au contact direct de toutes les voies accessoires à gauche. Et c'est cela qui permet de localiser avec une assez bonne précision les faisceaux accessoires. Ici, je vais vous donner un exemple pratique, dans le cas où la voie accessoire elle serait au niveau médian de la valve mitrale, et donc en regard du dipôle moyen du sinus coronaire. On remarque, quand on fait une stimulation ventriculaire à un train fixe, juste ici, que la toute première activité atriale rétrograde, elle est issienne, secondaire à la remontée par le nœud, mais que celle d'après, elle est au niveau du sinus moyen, juste là, et quand on fait un S2 et qu'on ralentit la conduction rétrograde par le nœud, la toute première activité atriale rétrograde, elle est au niveau du sinus moyen, et elle indique donc la localisation de la voie accessoire. Et tout ça pour vous dire qu'en pratique, c'est assez simple. Quand on fait une conduction rétrograde, on regarde la première activité atriale rétrograde, et cette première activité atriale rétrograde, elle va montrer où se situe la voie accessoire. Et c'est comme ça qu'en pratique, on fait pour localiser puis ablater ces voies accessoires. C'est également pour ça que quand on suspecte la présence d'un faisceau de Kent, et plus généralement quand on fait l'exploration d'une tachy supraventriculaire, on choisit une sonde du sinus coronaire avec beaucoup de pôles, au moins octopolaires ou décapolaires, à savoir avec 8 ou 10 dipôles. Ici, je vais vous donner un exemple où on dessinerait la sonde du sinus coronaire qui correspond ici à la baie, avec 3 dipôles, sinus proximal, sinus moyen et sinus distal, qui sont représentés ici. Et on a vu que la toute première activité atriale rétrograde, elle est au niveau du sinus moyen. Donc ça dit que la voie accessoire, elle est ici, dans cette zone-là, entre ces deux bornes-là. Si la voie accessoire, elle est là, la première activité atriale, elle serait plutôt sur le sinus proximal. Si elle était là, la première activité atriale, elle serait plutôt sur le sinus distal. Donc ça permet d'identifier de manière acceptable la localisation, mais ce n'est pas encore très précis. Dans le cathéter juste en dessous, qui est décapolaire, qui a 10 dipôles, on va avoir une précision qui est beaucoup plus importante. Si la première activité elle avait été sur le sinus coronaire 3-4, donc sur ce dipôle-là, en fait, les bornes elles seraient beaucoup plus petites et ça permettrait une précision bien plus importante. On va maintenant se mettre dans le cas d'une conduction rétrograde avec une voie accessoire qui est à droite ou qui serait même septale ici. Même si nous avions une remontée de l'influx électrique uniquement par la voie accessoire, ça va remonter ainsi et puis ça va activer l'oreillette dans ce sens-là et donc ça serait une activation de l'oreillette du centre du cœur, du is vers le sinus distal et ça donnerait une activité en fait qui est concentrique du is, puis sinus proximal, puis sinus moyen, puis sinus distal, en fait exactement comme si l'influx électrique remontait par le nœud auriculo-ventriculaire. Donc là-dessus, il est impossible de dire si la remontée elle est nodale ou elle est par une voie accessoire. Or, je vous ai dit que cette information elle était plus que primordiale. Et donc, la solution ici pour faire la part des choses, c'est d'utiliser encore et toujours la différence primordiale de conduction entre le nœud et les voies accessoires, à savoir est-ce que la conduction elle est décrémentielle ou est-ce qu'elle ne l'est pas.
On repart donc sur la recherche de la PRE de la conduction rétrograde en mesurant le délai entre le V et le A. Vous le mesurez le A sur n'importe quel cathéter. Moi, je le mesure sur le cathéter du IS, qui est ici à 225 millisecondes. Et on descend petit à petit, on pratique au fur et à mesure qu'on descend. Ici, pour un S2 à 350 millisecondes, cet espace VA ne bouge pas du tout, il ne s'allonge pas. Et quand vous faites cette manœuvre, donc ici à 320, vous voyez qu'il ne s'allonge toujours pas, il est très important de ne pas s'arrêter avant d'obtenir le bloc du V vers le A, à savoir à un moment où vous avez un ventricule et pas de conduction vers les oreillettes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez les patients jeunes, notamment, pour des S2 qui ne sont pas très précoces, par exemple pour 450, 440, 430, 420 millisecondes, la conduction rétrograde par le nœud, elle peut être assez peu décrémentielle, et donc ça peut être trompeur. On peut se dire, oh là là, ça décrémente pas, il a une voie accessoire. Mais en fait, chez ces patients, quand vous continuez à descendre, ça finit toujours par décrémenter avant de bloquer. Alors que les patients qui ont une voie accessoire, bah, ça ne décrémente jamais. Encore une fois, la loi du tout ou rien, soit ça conduit, et à ce moment-là, ça conduit à la même vitesse, soit ça ne conduit pas. Juste une remarque sur cette conduction rétrograde avec un VA fixe. La présence d'un VA qui est fixe, ça ne veut pas forcément dire que l'influx électrique ne remonte que par la voie accessoire. Il peut remonter par une voie accessoire, mais aussi par le nœud auriculo-ventriculaire, et donc il y a une fusion entre les deux remontées. Mais le fait que le VA est fixe veut uniquement dire que l'influx électrique remonte plus rapidement par la voie accessoire, ce qui veut dire que la première activité atriale qui arrive, elle est secondaire à ce faisceau accessoire, et comme cette remontée elle est fixe, le VA, il est fixe. Ça veut dire également que si le nœud auriculo-ventriculaire bloque dans le sens rétrograde, mais pas la voie accessoire, bah en fait vous ne pourrez pas vous en rendre compte, vous aurez un VA qui est toujours fixe avec une remontée qui serait identique. Par contre, et ça je pense que vous avez commencé à le comprendre tout au long de mes vidéos, quand on a une voie qui bloque dans un sens, bah, elle peut toujours conduire dans l'autre sens. Donc ici, chez ce patient-là, on peut avoir un influx électrique qui monte par la voie accessoire, redescend par le nœud auriculo-ventriculaire qui n'a pas été excité, lui, donc qui n'est pas en période réfractaire, et continuer à remonter par la voie accessoire, redescendre, et comme ça déclencher une tachycardie par réentrée orthodromique. Donc ça ressemble à ça. Vous avez une extrasystole ici, avec un VA qui est ici un VA qui sera toujours fixe. Ce A-là va descendre par la voie nadoïcienne, vous voyez ici un AH, et activer le ventricule qui sera fin ici, parce qu'il descend par les voies nodoïciennes, et l'activation ventriculaire elle sera concentrique, IS, puis sinus proximal, puis moyen, puis distal, une remontée par la voie accessoire, et ainsi de suite. Pour conclure, les messages clés, et s'il y a un message clé, c'est qu'une voie accessoire typique de type faisceau de Kent a une conduction non décrémentielle. Je pense que j'ai suffisamment insisté là-dessus. Et typiquement, ces voies accessoires, elles ne bloquent pas à l'injection de striadine ou de crénosin, contrairement au nœud auriculo-ventriculaire. Pour ce qui est de la conduction antérograde, de temps à autre, la préexcitation, elle n'est pas forcément très visible, on ne la voit pas très bien, mais la précocité d'un signal ventriculaire, comme ici sur le sinus distal, bah, ça peut indiquer un passage antérograde par une voie accessoire, et c'est ce que j'appelle, moi, une préexcitation locale. Évidemment, l'élément indispensable dans une exploration de voie accessoire antérograde, c'est la détermination de la période réfractaire, pour déterminer si cette voie accessoire elle est maligne ou pas, et donc son risque de trouble du rythme ventriculaire grave. Concernant la conduction rétrograde, les voies accessoires latérales, et notamment gauche, elles ont une conduction rétrograde qui est excentrique, donc sinus distal vers moyen, vers proximal, vers le IS, et c'est d'autant plus important que si vous avez une conduction rétrograde de ce type-là, excentrique comme ça, vous avez le diagnostic, c'est fini, il y a un Kent latéral gauche, ça ne peut pas être autre chose. Et ça me permet également d'insister sur l'importance du cathéter du sinus coronaire, qui est le cathé à regarder pour une voie accessoire, et qui vous montre via la première activation atriale, la localisation du faisceau de Kent. On arrive ainsi à la fin de la première vidéo sur ces voies accessoires, et une prochaine arrivera bientôt sur quelques manœuvres un peu plus avancées pour les mettre en évidence et les tachycardies dont elles sont responsables. Merci de votre attention et à bientôt.